aux pâtes des Frangines, on est intéressé par la farine de blé dur bio et locale, tout simplement parce qu'à la base, le blé dur, déjà la céréale blé dur, c'est la céréale qui confère une bonne texture à la pâte, une bonne élasticité, et ça peut garantir aussi une qualité à la pâte. Le projet Blé Dur, c'est l'initiative d'abord d'une fabricante de pâtes ici dans la région liégeoise qui transforme des pâtes en bio depuis plusieurs années et qui souhaitait en fait relocaliser son approvisionnement. Donc les pâtes sont souvent composées de blé dur, ça peut aussi être de l'épeautre, mais dans son cas, elle cherchait à relocaliser du blé dur qu'elle achetait précédemment en Italie. Dans ce cadre-là, en fait, elle a rassemblé plusieurs partenaires autour de la table, le CPLVG Marc dont on peut voir les essais aujourd'hui ici, le moulin de Tongreen et Bio-Wallonie pour la coordination du projet. C'est un projet qu'on réalise sur plusieurs années avec plusieurs tests. On a l'occasion de tester plusieurs variétés différentes pour essayer de trouver la variété ou les variétés les plus adaptées à notre pédoclimat pour la culture en agriculture biologique. Il faut savoir qu'en Wallonie et en Belgique surtout, l'approvisionnement en blé dur bio en plus, donc c'est encore une particularité supplémentaire, est très compliqué. Donc le fait de pouvoir mettre en place cette filière avec Bio-Wallonie et des agriculteurs wallons, nous, ça va nous permettre aussi de garantir un approvisionnement en matières premières locales, parce que le local pour nous est important, le bio aussi, de pouvoir aussi garantir un revenu ou en tout cas valoriser le travail des agriculteurs wallons avec qui on collabore, de pouvoir réduire nous-mêmes notre empreinte environnementale puisqu'on va pouvoir diminuer les trajets et les distances pour recevoir la farine, tout va rester très local et ça permet de mieux participer à cette économie circulaire, l'économie locale, et puis pouvoir aussi participer à cette souveraineté alimentaire régionale. Les différences entre le blé dur et le blé tendre, la première différence principale, c'est son grain. Le blé dur va avoir un grain dur et vitreux, tandis qu'un blé tendre va avoir un grain farineux avec lequel on va faire de la farine. Avec le blé dur, grain dur, on va faire de la semoule et in fine, on fera des pâtes. Pourquoi du blé dur en Wallonie? Tout simplement parce que le changement climatique est là et il faut commencer à déjà se poser les questions. Si ces changements climatiques est constant et pérenne sur le temps, il faut travailler sur de nouvelles cultures. Et donc une possibilité en termes de céréales, c'est le blé dur qui vient derrière. Les blés durs, il aime bien les étés ou les printemps comme on les subit cette année-ci avec un grand soleil et une sécheresse. Et les blés durs, vu qu'il y a des hivers de moins en moins dur, moins en moins froid, les blés durs peuvent s'adapter à cet hiver. L'objectif de l'essai qu'on a mené ici sur cette parcelle, c'est de pouvoir tester différentes variétés de blé dur pour voir si elles sont adaptées à notre climat. On voit que là, donc le blé dur n'est pas encore fort cultivé en Wallonie. Le blé dur est normalement une céréale de printemps qu'on sème à l'automne et donc il faut pouvoir vérifier qu'elle résiste à l'hiver. Et donc dans l'essai, on a des variétés plutôt autrichiennes, des variétés plutôt du sud, grecques, italiennes. Et donc c'est de voir si on a des variétés qui arrivent à faire leur cycle chez nous. La plupart des sélections se font toujours dans le sud, là où la culture se développe pleinement, au sud de la France, l'Italie, la Grèce, l'Espagne. Et donc ce qu'on a fait au niveau du réseau d'expérimentation, on est allé chercher dans les différents pays les variétés qui sont les plus cultivées, France, Espagne, Grèce par exemple, et on a pris aussi des pays émergents comme l'Autriche et l'Allemagne. Les critères des sélections ou des choix variétals en bio, pour moi, sont tout d'abord la tolérance au froid, parce que même s'il y a des hivers de moins en moins froids, on a quand même des pics de température, donc il faut travailler sur sa tolérance au froid. Il faut travailler aussi sur son niveau d'étalage, parce que l'étalage va permettre de faire une compétition avec les mauvaises herbes, et tout, in fine, au final, travailler sur un blé dur qui produit de la qualité. Quand on cultive le blé dur, on vise une filière de qualité, donc on va aller vers le produit final qui est pour faire de la semoule pour les pâtes. Et pour ça, il faut que la teneur en grains réponde à certaines qualités, une certaine teneur en protéines qui est assez élevée. En conventionnel, on a 14% de protéines, en bio, on arrive déjà à 12,5. Et alors, il faut aussi que la qualité, donc on veut avoir un grain qui soit vitreux pour faire de la semoule, tandis qu'en blé tendre, on veut un grain qui soit blanc pour faire de la farine. Pour garder donc cette bonne qualité du blé,
il faut pouvoir récolter dans les bonnes conditions pour que la qualité ne se détériore pas. Et donc la partie du grain toujours vitreux reste plus importante que la partie du grain qui viendrait blanchâtre, qui ferait que ça ferait de la farine. Vraiment, l'objectif de l'essai, c'est de pouvoir trouver les variétés qui d'une part résistent à l'hiver et d'autre part qui arrivent à être cultivées en conditions bouillottes et à obtenir des qualités suffisantes en termes de teneur en protéines et taux de métadinage. Alors quel était l'itinéraire technique de cet essai? Donc comme un blé tendre, on a semé le blé dur ici fin octobre, début novembre pour ne pas avoir trop de levée d'adventices pendant l'hiver. Donc on a semé ici le 12 novembre. Après l'hiver, on a passé un coup de houe rotative pour pouvoir désherber la parcelle. Donc le 11 mars, on a passé la houe rotative avec une petite herséterie d'essai d'1,50 m dans lequel on a pu passer dans le sens des parcelles. On était en conditions un peu limite avec l'hiver pluvieux qu'on a eu. On a un peu recouvert les plantes, donc on voit parfois qu'il y a un petit peu des trous aussi du fait d'avoir recouvert des plantes. Et après, on a dû passer à la fertilisation qui est très importante. Donc on a appliqué en 2 fois des bouchons. On a appliqué le 11 mars et le 1er avril la fertilisation pour atteindre 100 unités d'azote. Et après, il n'y a plus d'intervention jusqu'à maintenant, la récolte qui va avoir lieu prochainement. La fertilisation azotée en blé dur est très importante parce qu'in fine, on cherche un grain avec une teneur des protéines de 12% en agriculture biologique. Donc comment arriver à ça? Eh bien, tout d'abord, on va travailler sur sa rotation. Il faut toujours mettre un blé dur après une légumineuse. Deuxième paramètre, c'est les engrais biologiques en bouchon qu'on pourrait apporter dès la sortie d'hiver, dès que le sol est portant, pour que cet azote-là travaille, se minéralise bien et puisse profiter de la plante. Actuellement, sur le marché en bio, on peut trouver des semoules qui sont des semoules vêtues, donc qu'on va appeler plutôt des semoules complètes qu'on sait produire sur des cylindres pierre. Ici, la technologie cylindre permet vraiment de tendre vers cette qualité qui sont plutôt offertes par des semoules de type française ou italienne. Pouvoir produire ces semoules localement, c'est vraiment cet objectif principal. La technologie du cylindre, c'est vraiment essayer d'aller gratter l'amande vitreuse dans le cadre du blé dur ou farineuse dans le cadre du blé tendre, tout en laissant de côté les enveloppes. Dans le cadre de ce projet blé dur, c'était un des objectifs qu'on se fixait, c'était de produire une semoule blanche. Et via cette technologie de cylindre qu'on peut obtenir cette semoule qui est bien blanche tout en laissant de côté la partie son, la partie fibre dans les coproduits. On voulait absolument que ce soit des céréales, des blés, des froment, des seigles, des épeautres bio, locaux, produits par les propres fermes. C'était évidemment pour nous quelque chose qui allait de soi. La première chose, c'était une valorisation des productions agricoles des exploitations. Alors, quels sont les sous-produits de la farine de blé dur? Les premiers tests ont montré que ce mélange qu'on obtenait de farine et de semoule était plutôt de très bonne qualité et on s'orientera certainement vers un mélange de farine et de semoule qui sera directement utilisé par la filière de transformation de pâtes, de fabrication de pâtes. Et donc, a priori, on n'aurait que le gros son et le fin son comme sous-produit. Donc un moulin comme ceci, avec une capacité de l'ordre de 1 tonne de céréales broyées par heure, on est sur un investissement de l'ordre de 1,2 million, 1,3 million. Les critères importants pour la pastification, ça se définit déjà au niveau du choix du grain ou de la variété des céréales. Et donc là, on va regarder le taux de protéines, la finesse du grain, de la granulométrie donc des céréales, de la farine, donc la granulométrie de la farine et de la semoule.
Donc ça, c'est vraiment un critère important. Maintenant, c'est d'avoir aussi des bonnes machines, d'avoir la bonne personne qui peut, au niveau sensoriel, même au niveau du toucher, reconnaître la qualité de la pâte et que la production se passe bien. Donc il n'y a pas que le produit, la matière première qui est importante, c'est aussi l'environnement dans lequel on va travailler, l'équipement des machines et l'humain qui est derrière et le temps de séchage. Pour nous, la pastification, c'est le métier de faire de la pâte. Nous, on fait une pâte sèche, donc on va utiliser un séchoir. Et le fait de sécher à basse température et lentement, ça confère aussi une qualité à la pâte, au produit fini. Mais hier, exceptionnellement, on a fait deux sortes. On a produit des pâtes blé dur, blanches. Et l'autre, les pâtes qui sont vraiment plus foncées, ce sont des pâtes blé dur mélangées avec du chanvre. Et c'est aussi du chanvre wallon, bio. Comme on a démarré tout petit dans un atelier partagé, on avait d'abord une petite cuve et un petit séchoir. Et donc tu comptes plus ou moins 20 à 30 000 € pour démarrer. Tu peux avoir moins si tu trouves des machines d'occasion. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup peuvent trouver du matériel de case, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de producteurs de pâtes artisanales, donc à petit niveau. Puis alors on a déménagé. Là, on a racheté un autre séchoir, plus grand, une deuxième cuve. Et puis quand on est arrivé ici au mois de mars 2020, là on a fait le choix d'investir dans le matériel que tu vois ici. Donc ça peut sembler impressionnant, des grandes machines en inox dans un environnement très blanc, ça fait très industriel, mais ça reste une production hyper artisanale, c'est juste qu'on s'est professionnalisé et donc on est passé du stade restaurateur à un stade producteur pour pouvoir distribuer et vendre nos pâtes dans le circuit magasin et auprès des cuisines de collectivités. Et donc ici, les machines, il faut compter entre 80 et 150 000 € si je reprends aussi l'ancien matériel. Aujourd'hui, on peut produire 300 kg de pâtes sèches. Donc on va sortir 400 kg de pâtes fraîches et après le séchage, comme l'eau s'évapore, il reste 300 kg de pâtes sèches. Tous ces enjeux-là font que c'est quelque chose d'un peu plus risqué mais terriblement intéressant. Pourquoi? Parce que les pâtes en fait sont des aliments de consommation courante. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas un aliment qui puisse être relocalisé. On étudie ici des variétés qui viennent d'Autriche, d'Allemagne, mais aussi de France et qui s'avèrent faire des pâtes de qualité tout à fait intéressantes pour la consommation.